Merci de votre attention, Madame, Monsieur. L'actualité ce mardi, c'est d'abord l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté la loi sur la répression des infractions en matière de chèques, de cartes bancaires et d'autres instruments de paiement. Fiorella Dinaré tout à l'heure pour nous en dire plus. La journée internationale des sages-femmes, c'était hier, 5 mai. On en reparle ce soir à la faveur de cette conférence débat sur le rôle de la sage-femme, un rôle de plus en plus critiqué au regard d'un comportement très peu apprécié à l'égard des femmes enceintes. On évoque à ce propos le serment des sages-femmes, le sens du sacerdoce. Enfin, il avance à grands pas, le stress des examens de fin d'année s'annonce. Comment le gérer, comment préparer et surtout comment réussir son examen. Les préparatifs sont également évoqués dans cette édition. Voilà, Madame, Monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. D'abord, ces messages de félicitations au courrier arrivé du chef de l'État. Message de félicitations suite au 54e anniversaire de l'indépendance du Togo. Message du président américain adressé donc au chef de l'État. Tout d'abord, Monsieur le Président, a écrit le président américain, au moment où vous célébrez le 54e anniversaire de l'indépendance du Togo le 27 avril, j'ai le plaisir de présenter les meilleurs vœux du peuple américain au peuple togolais. Nous avons hâte de renforcer notre partenariat tout en continuant à travailler ensemble pour faire avancer la croissance et le développement économique et promouvoir l'état de droit, la paix régionale, les droits de l'homme et la prospérité pour tous les Togolais. Les États-Unis se joignent à vous et au peuple togolais pour célébrer cette occasion de joie. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes plus sincères sentiments, écrit donc le président américain Barack Obama au chef de l'État. Autre message toujours de félicitations au courrier arrivé du président de la République, message du président de la République fédérale d'Allemagne qui écrit en substance 2014 marque une année particulière pour les relations germano-togolaises. En Allemagne, nous commémorons le centenaire de la Première Guerre mondiale. Le Togo a combattu, lui aussi, et la domination coloniale de l'Allemagne est arrivée à sa fin dans votre pays. 2014 est considéré comme une mise qui doit nous rappeler les liens particuliers existants entre nos deux pays. Nos relations se sont consolidées au fil du temps, basées sur notre confiance dans la volonté qui vous anime à développer le Togo pour en faire une démocratie stable. Je voudrais donc vous exprimer, écrit le président allemand, toute ma reconnaissance pour l'engagement que vous déployez en faveur de la paix et de la sécurité en Afrique de l'Ouest et qui s'est concrétisé par l'envoi de troupes au Mali et diverses initiatives dans la lutte contre la piraterie dans le golfe de Guinée. Les autres messages toujours. Message de félicitations au courrier arrivé du chef de l'État, message de Monsieur Didier Boutalker, président de la Confédération suisse, adressé donc à son Excellence Monsieur Fornès-Ingbe, président de la République à l'occasion de la fête de l'indépendance, célébrée donc le 27 avril 2014. Il y a également donc le message de Brian Oudaigue, nonce apostolique, qui a écrit également au chef de l'État, tout comme le sénateur Ike Rouhamadjou, le porte-parole du Parlement de la CEDEAO, qui a écrit également au président de la République, qui a également enregistré le message de félicitations de son Excellence Peter Cosgrove, gouverneur général du Commonwealth d'Australie, adressé donc au président de la République. Toujours au courrier arrivé du chef de l'État, message de félicitations, message de Kadri Désiré Ouedraogo, président de la commission de la CEDEAO, qui a également écrit au chef de l'État son message de félicitations, tout comme l'ambassadeur tout comme Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, Willem Alexander, qui adresse également ses vives félicitations au président de la République. Dernier message enregistré donc ce jour, message de son Excellence Dr Susilo Bambang Yudhoyono, président de la République d'Indonésie, qui a également adressé ses vœux de félicitations au président de la République à l'occasion de la célébration le 27 avril, donc de la fête de l'indépendance. La suite de ce journal est cette audience du Premier ministre Artem Seliagoudi Aumezulu, qui en effet reçu ce matin l'ambassadeur d'Égypte au Togo, Mohamed El Nokali. Ce dernier est porteur d'un message de félicitations de son Premier ministre au chef du gouvernement togolais. Et par ailleurs, les entretiens entre les deux hommes ont porté sur les relations bilatérales entre le Togo et l'Égypte. C'était pour délivrer un message de son Excellence le Premier ministre d'Égypte à son frère le Premier ministre du Togo,
pour les féliciter pour la fête de l'indépendance et pour les consultations continues entre nos deux pays. Nous sommes depuis l'indépendance, l'ambassade d'Égypte est ouverte depuis l'indépendance, nous sommes ici et on coopère étroitement avec le gouvernement du Togo dans tous les domaines. Il y a le fonds égyptien pour l'assistance technique de l'Afrique. Il y a des stages de formation pour les diplomates, pour les magistrats, pour les militaires, pour l'agriculture, surtout pour l'agriculture. Il y a des stages de formation pour les agriculteurs togolais. Et voilà, c'était donc là les images de l'audience accordée ce matin à la primature. On enchaîne avec ce communiqué du gouvernement. Le 15 avril 2014, il a plu au divin créateur, dans son immense bonté, de rappeler auprès de lui son fidèle et dévoué serviteur, Monseigneur Robert Casimir Dossé-Agneron, premier évêque du Togo et archevêque émérite du diocèse de Lomé. Dans le cadre de la cérémonie d'hommage national qui sera rendue à l'illustre disparu, le gouvernement invite les présidents des institutions de la République, les membres du gouvernement, les députés à l'Assemblée nationale, les membres du corps diplomatique, consulaire et représentants des organisations internationales, les directeurs de cabinet et secrétaires généraux, les directeurs généraux et chefs de service, les responsables des confessions religieuses, les chefs traditionnels du ressort de la capitale, les responsables des différents corps constitués à prendre part à la cérémonie solennelle dédiée à sa mémoire le 8 mai 2014 à 15h dans la grande salle de la place des fêtes derrière le nouveau palais de la présidence de la République. La mise en place doit être terminée à 14h30. Nous l'annoncions en début de journal, en titre, les députés ont adopté la loi uniforme relative à la répression des infractions en matière de chèques, de cartes bancaires et d'autres instruments et procédés électroniques de paiement. C'était ce matin en plénière. Les précisions de Firmin Adjinari. Le projet de loi de cette troisième séance plénière de la première session ordinaire de l'année 2014 a porté essentiellement sur la répression des infractions en matière de chèques, de cartes bancaires et autres instruments et procédés électroniques de paiement. Cette loi s'inscrit dans le cadre de l'harmonisation des législations des États membres de l'UEMOA en matière monétaire, bancaire et financière, conformément à la réforme des systèmes de paiement opérés par la Banque centrale. Après exposé du rapport du présent projet par la commission de loi, le texte composé de 25 articles au total a été adopté à l'unanimité des députés présents à cette session. Le groupe parlementaire ANC donne sa caution à l'adoption donc de ce texte pour que notre pays renaisse et renoue avec les règles communautaires qu'il a acceptées ensemble avec les pays membres des différentes institutions internationales. Cet acte répressif permettra à notre pays de se conformer aux dispositions communautaires et de discipliner des citoyens indélicats dans l'espace UEMOA où les infractions, les fraudes et les abus sur les instruments de paiement sont de plus en plus courants. Le groupe parlementaire UNIR approuve le projet de loi en vue d'apporter plus de sécurité et de confiance. Selon le commissaire du gouvernement, le vote de la loi uniforme relative à la répression des infractions en matière de chèques, de cartes bancaires et autres instruments et procédés électroniques de paiement constitue un enjeu majeur pour l'ensemble des pays de l'espace UEMOA de se doter d'un arsenal juridique uniforme. Cette loi est une opportunité donnée à notre pays d'avoir les moyens nécessaires pour combattre la délinquance financière qui se développe dans les systèmes de paiement. La modernisation des moyens de paiement, une chance pour le développement de nos économies, appelle cependant une vigilance accrue en vue de protéger les populations vis-à-vis des criminels qui sont permanemment en quête de la technologie la plus sophistiquée pour arriver à leur fin. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Komé Selom Klassou, a indiqué que le Togo a besoin de telles lois pour se conformer aux normes de l'espace communautaire. L'instrument juridique que nous venons donc de voter vient conforter le cadre national en matière de sécurisation de la monnaie scripturale et électronique dans notre espace communautaire. Au moment où la préoccupation majeure de nos mandants, et ce, dans l'ensemble des États membres de l'UEMOA,
et même au-delà, est d'aller vers l'intégration réelle des peuples. Des crimes financiers, des arnaques et des cybercriminalités de toutes sortes sont organisés et exécutés par des faussaires. La représentation nationale encourage et félicite le gouvernement pour sa clairvoyance qui vise la bonne gouvernance et, par ricochet, le bien-être de nos populations. La représentation exhorte le gouvernement ainsi que les institutions bancaires de la place à traduire dans les faits l'application de ce texte de loi qui vient enrichir l'arsenal juridique du pays. Cette loi uniforme, votée ce 6 mai 2014, prend désormais en compte l'ensemble des incriminations et sanctions pénales prévues par le règlement. L'actualité, c'est aussi cette double signature d'accord ce mardi entre le gouvernement togolais et le groupe de la Banque mondiale. Des accords qui devraient faciliter l'accès à des services sociaux aux populations et promouvoir par ailleurs leur développement à la base. Flora Zaouli et serre la clé. 150 nouveaux projets portant le nombre à 595 seront financés et l'état nutritionnel de 35 000 élèves des établissements scolaires du Togo sera amélioré dans la mise en œuvre du PDC+, projet de développement communautaire et des filets sociaux. Le PDC a pour but de promouvoir le développement à la base et de permettre aux couches vulnérables de se prendre en charge. La présente signature marque le 3e financement de ce projet dont le montant est de 5,7 milliards de francs CFA. Cérémonie couplée d'un accord d'allocation chiffré à 6,5 milliards de francs CFA du projet d'appui à la santé maternelle et infantile et de nutrition PASMINE. Avec la signature de ces deux accords de financement, la Banque mondiale réaffirme à nouveau son soutien à la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, SCAP, dont le gouvernement s'est doté pour la réduction de la pauvreté dans le pays. Je voudrais donc saisir l'occasion pour rappeler que de notre côté, nous engageons déjà dans la prochaine étape, à savoir la mise en vigueur de ces deux financements. À quelques mois de la date butoir pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement, ces financements permettront au Togo d'accélérer la mise en œuvre des interventions à haut impact dans le domaine de la santé et de la réduction de la pauvreté. Toutes ces actions cadrent avec l'ambition du gouvernement togolais de faire du Togo un pays émergent et le processus pour y parvenir doit drainer toutes les catégories sociales, qu'elles soient urbaines ou rurales. Et je crois fermement que nous y arriverons si chacun, dans sa fonction qu'il occupe, s'y engage résolument. Ces projets font partie d'un ensemble de programmes prioritaires élaborés par le gouvernement togolais pour soutenir les populations pauvres et contribuer à inverser la courbe de la pauvreté mise en évidence par la dernière enquête Cube de 2011. Nous aurons environ 600 projets de développement communautaire, AGR, travaux à haute intensité de main-d'œuvre, mise en place des infrastructures socio-communautaires. Nous aurons 10 000 emplois qui seront créés pour les jeunes à travers les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Nous aurons près de 67 000 écoliers qui auront un repas par jour. Nous aurons les transferts monétaires pour 21 000 personnes, notamment des femmes enceintes et des enfants de 0 à 24 mois. Donc voilà un peu ce à quoi va servir ce financement. Depuis 2005, la Banque mondiale assiste le Togo, notamment dans le secteur de la santé et de la lutte contre la pauvreté. D'excellents résultats ont été enregistrés, de quoi saluer cette institution dans sa lutte permanente aux côtés du Togo pour l'amélioration des conditions de vie des populations. La santé précisément et cette campagne de sensibilisation sur le virus Ebola. L'Agence nationale de l'aviation civile prend ses précautions et met ses agents cibles de cette campagne en alerte. Le compte rendu de cette opération avec Komu Bolodé. Signalée dans la sous-région ouest africaine, la fièvre hémorragique à virus Ebola est une maladie dangereuse sans vaccin ni médicaments. 90% des cas infectés en meurent selon les experts en matière de santé. Et les autorités togolaises s'emploient à travers toute une série de stratégies à empêcher l'entrée de cette maladie sur le territoire national.
Parmi les pistes envisagées, la sensibilisation des populations. Ce matin, c'est au tour des agents de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema. L'aéroport étant une porte d'entrée rapide des maladies transfrontalières. Ils doivent se protéger, ils doivent faire attention, se laver les mains, mettre un petit masque. Et aux agents qui nettoient les avions, il faut qu'ils soient protégés suffisamment, qu'ils fassent attention et qu'ils n'utilisent pas tout ce qui a été utilisé déjà. Voilà, autant de mesures de précaution. La fièvre à virus Ebola est une fièvre brutale suivie de saignements, de diarrhée, de vomissements qu'il faut signaler très vite une fois un cas suspecté. Au niveau de l'aviation civile, plusieurs mesures sont prises pour une lutte efficace. Nous, déjà au niveau de l'ANAC, nous avons initié une fiche de renseignement pour toutes les compagnies qui vont dans ce pays. Cette fiche, pourquoi? C'est pour donner les origines, du lieu d'embarquement, l'arrivée à Lomé et sur la traçabilité de la personne, où elle va, ses contacts. Nous souhaitons une population saine pour de grands travaux. Alors, il faut prendre ces mesures. Au niveau aérien, nous avons dit, si jamais au cours d'un vol, on soupçonne ou on suspecte un cas, il prévient la tour et nous avons mis ce qu'on appelle la COC, la cellule opérationnelle de crise. Un centre d'isolement de transit des cas suspects est également créé avec du matériel nécessaire pour équiper et protéger le personnel soignant. Notons que le virus Ebola est transmis par les animaux sauvages, en l'occurrence les chauves-souris, les singes. Hier, c'était le 5 mai, la journée internationale des sages-femmes. Le rôle de ces dernières, leurs difficultés, les défis, les perspectives de la profession. Eh bien, le sujet a été largement évoqué ce matin lors d'une conférence débat à Lomé. Clarisse Aticler. La sage-femme est une fois encore célébrée de par le monde afin que tout le mérite soit reconnu à ces femmes qui participent à la naissance d'un bébé. Les difficultés de la profession, les défis et les perspectives sont présentés ici dans le cadre du lancement de l'édition 2014 de la journée consacrée aux sages-femmes. L'agressivité dont nous faisons objet fait que nous nous sommes dit qu'il est temps qu'on explique au public ce que c'est que la profession de sage-femme et situer les responsabilités pour que ceux qui se plaignent de nous et nous qui subissons ces plaintes-là, on s'entende, on s'accorde pour trouver un terrain d'entente pour améliorer les services pour que tout le monde soit satisfait. L'association des sages-femmes du Togo, Asafeto, veut ainsi lever le voile sur le rôle concret que jouent les agents de ce corps professionnel. Conseil en éducation prénatale, la santé sexuelle et reproductive et les soins aux nouveau-nés relèvent de leurs compétences. En raison de leur nombre insuffisant, par exemple, une sage-femme pour près de 7788 habitants au lieu de une sage-femme pour 4000 habitants, elles ont du mal à couvrir l'ensemble du territoire, particulièrement les zones périphériques où le matériel fait souvent défaut. Ça ne pose pas un problème à la sage-femme d'aller en périphérie si elle peut exercer son art dans les conditions requises. L'autorité a trouvé une solution intermédiaire. C'est la formation des accoucheuses auxiliaires qui sont fondamentalement déployées en périphérie. Donc, qu'on dise que la sage-femme refuse d'aller en périphérie, il faut peut-être revoir la politique nationale de santé du pays. À travers la célébration de la Journée internationale des sages-femmes, elles réaffirment leur engagement à bannir les mauvais accueils et traitements dégradants dont elles sont souvent accusées. Et pour se rapprocher de leurs patientes qui sont les femmes, les sages-femmes offrent dans la logique de la célébration de cette journée des soins gratuits à la maison de la sage-femme, notamment en planification familiale, consultation prénatale, dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. Prendre soin de la femme enceinte, du nouveau-né et de la mère plus tard, voilà un résumé le sacerdoce des sages-femmes prononcé en guise de serment. Un serment parfois ou bien souvent trahi par certains comportements de sages-femmes. Vous venez de l'entendre, on en vient à s'interroger justement sur le sens du serment prêté avant l'entrée en fonction. On revient justement sur le sens de ce serment des sages-femmes. C'est ça avec Rachel Aokou.
La fonction de sage-femme, encore appelée matrone, est connue comme l'un des plus nobles métiers dans le corps médical. Les sages-femmes s'occupent principalement de la vie du nouveau-né et parfois celle de 2 ou 3 bébés en dépendent en même temps. Et dans l'exercice de cette fonction, les fautes commises sont parfois par ignorance et malheureusement très souvent irréparables. Et c'est pour éviter certaines méconduites que les sages-femmes prêtent serment avant d'entrer en fonction. Ce serment, qui est parfois Hippocrate, un peu dans le serment de Galien, et qui est modifié en fonction des professions qui appartiennent au corps médical, dit que nous faisons serment de protéger la vie, de sauver à tout prix la vie et de ne rien exiger au-dessus de nos moyens à la personne que nous avons en face de nous, que nous devons traiter. Ainsi donc, nous faisons le devoir de tout faire pour que la vie soit protégée. Toutefois, quelques irrégularités sont constatées occasionnant de graves préjudices. Dans ces cas, lorsque la responsabilité de la sage-femme est prouvée, elle est sanctionnée. L'association des sages-femmes, si elle se transforme en ordre des sages-femmes demain, doit être saisie pour pouvoir juger de l'acte et prendre des sanctions. Je sais qu'au-delà de tout ça, il y a le concours du ministère. Parce qu'on peut saisir le ministère qui saisit soit l'association des sages-femmes ou l'association des médecins, c'est l'ordre des médecins, qui juge. Et à partir de là, on prend une décision. Un accouchement non réussi ne résulte pas forcément d'une défaillance de la prise en charge de la femme enceinte. Nous avons un problème par rapport au nombre et par rapport à la quantité et à la qualité. Et aussi, le nombre de sages-femmes est inégalement réparti sur l'étendue du territoire. Vous constatez que quand on va vers l'intérieur, on a moins de sages-femmes quand venant vers l'Oumé. Et par rapport aux autres conditions de travail, nous avons des infrastructures qui ne sont pas adéquates, qui sont vétustes. Nous avons aussi le manque de matériel qui va bien mener notre travail. Nous voulons qu'après l'accouchement, que la mère et son enfant soient bien portants pour la joie dans la famille. Nous sommes là pour donner la joie. Et la sage-femme, la première personne qui voit cet enfant naître, et elle est joyeuse quand tous les deux sont bien portants. Sur les 900 sages-femmes dont dispose le Togo, seulement 500 sont en fonction pour 900 accouchements par mois. La tâche est grande et il est important que les préoccupations des sages-femmes soient prises en compte. Sages-femmes, infirmiers, médecins, docteurs, bref, tous ces professionnels de la santé sont néanmoins dans la dynamique de renforcer le système de soins administrés aux malades. Il s'agit précisément de mettre en application un nouveau concept des soins palliatifs. Ça concerne plus exactement le traitement des maladies non transmissibles. La réflexion est lancée depuis ce matin à Lomé. Reportage Aldov Paka. Une nouvelle base dans le repositionnement du système de la santé au Togo. Il s'agit des soins palliatifs à associer aux soins ordinaires dont tout patient a besoin pour guérir de son mal. C'est une approche tout à fait inhabituelle dans les structures de santé au Togo, mais facilement maîtrisable et que tout agent de santé ou accompagnateur de patients devra désormais s'approprier. L'abandon de quelqu'un qui souffre d'une maladie au long cours contribue facilement au décès de cette personne. Mais si on soutient la personne, on est à côté de cette personne et on prend en compte tous ses désirs, y compris spirituels, le patient peut vivre aisément de sa maladie. Adopter des soins palliatifs, c'est apporter aux patients aussi bien la thérapie active que des soins d'affection et de compassion. Le système démarré depuis quelques années en Afrique s'est révélé très efficace avec des résultats enregistrés par l'Association africaine de soins palliatifs. Nous avons des ONG qui sont formées aux soins palliatifs, qui travaillent dans la communauté, qui travaillent à domicile et qui apportent donc les soins directement aux malades. C'est aussi l'un des aspects les plus importants en soins palliatifs, c'est que tout ne se passe plus à l'hôpital, mais les soins viennent dans la communauté et viennent même au domicile de la personne. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime à 40 millions le nombre de personnes dans le monde qui ont besoin chaque année de soins palliatifs. 80% de ces patients vivent dans les pays à faible revenu.
C'est ainsi que cette institution a réitéré son engagement aux côtés des autorités togolaises à œuvrer dans cette nouvelle dynamique, surtout en intensifiant la formation à l'endroit des professionnels de la santé. Il est 20h25. Le chef de l'État veut que le Togo devienne une force d'exportation dans la sous-région. Souhait formulé le 26 avril dernier lors de son adresse à la nation. Alors que pensent les acteurs de ce défi et qu'est-ce qui va se faire concrètement? Eh bien, on en sait un peu plus avec une conférence de presse animée ce mardi par le ministre Agadazi Nancy Tchalan et Demsoussoupo. La modernisation de l'agriculture balisera la voie pour l'essor des industries de transformation. Face à ce nouveau défi lancé par le chef de l'État il y a de cela 11 jours, le ministère en charge de l'agriculture décide de recadrer ses activités. Une nouvelle feuille de route qui exige de chaque acteur beaucoup de sacrifices et d'abnégation pour véritablement faire du Togo un pôle d'exportation dans la sous-région. Le ministre Agadazi a-t-il précisé à cette conférence de presse son département au pas. Et la première action à mener est celle de la sécurité foncière pour que les paysans puissent exploiter sans contrainte les terres cultivables. Si l'on sait que le Togo dispose de près de 3,4 millions d'hectares cultivables, dont seulement 45% actuellement cultivés. Nous avons mis en place une nouvelle approche pour mettre à disposition des producteurs des superficies de terrain. C'est ce que nous avons appelé les ZAP, les zones d'aménagement agricole planifié. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une dizaine sur le territoire. Nous allons monter en intensité de façon à d'abord à organiser les producteurs autour des superficies et à étendre cette approche-là sur l'ensemble du territoire. Pour la mécanisation, nous avons un éventail de 60 tracteurs. Au jour d'aujourd'hui, 28 tracteurs ont été engagés dans les régions maritimes et des plateaux. Nous allons poursuivre le déploiement de façon à couvrir l'ensemble du territoire. Le gouvernement togolais a lancé une commande de 173 tracteurs, 5 bulldozers et 5 pelleteuses. Pour cette campagne agricole 2014-2015, il est prévu 1400 tonnes de semences améliorées à mettre à la disposition des producteurs. Mais le besoin a été totalement couvert avec 2000 tonnes déjà distribuées grâce à l'appui des partenaires du gouvernement. Au niveau des engrais, nous avons une commande de 45 000 tonnes comprenant 10 000 tonnes de NPK et 15 000 tonnes d'urée. Donc 30 000 tonnes sont actuellement en train d'être réceptionnées et ces intrants, du moins c'est le NPK, donc les 30 000 tonnes font l'objet d'un mécanisme de distribution. Un accent particulier sera mis sur le volet recherche. Aussi, le ministère a-t-il déjà déployé sur le terrain 428 encadreurs agricoles pour des appuis conseils. Les filières café-cacao ne seront pas négligées. 40 000 tonnes de cabos cacao et 200 000 boutures de café seront distribuées. La filière coton recevra aussi un appui conséquent et les producteurs sont d'ores et déjà remobilisés à cet effet. Autant d'engagements pour traduire dans les faits le message du chef de l'État pour moderniser l'agriculture togolaise. Un mot juste de l'actualité à l'étranger. En bref, la Centrafrique, la présidente Catherine Samba Panza, la présidente par intérim, vient de boucler ses 100 jours à la tête du pays. Son bilan est contrasté dans ce pays en proie à des violences persistantes qui ont encore fait une centaine de morts depuis 10 jours. Cela dit, retour chez nous au Togo. Nous l'annoncions en titre, bientôt la fin de l'année académique. Les examens s'annoncent. Enseignants, parents, pédagogues essayent de mettre les élèves dans le bain de l'examen. Il ne reste plus assez de temps. Alors, comment prépare-t-on et surtout comment préparer son examen pour réussir? Quelques recettes de bonne préparation de Douaré, Esther Laclé. Pour chaque élève, la fin d'année marque la période des évaluations et des examens. Pour Sibyl Lawson, 14 ans, élève en classe de 3e, la confiance est de mise. Elle aborde la dernière ligne droite de l'année avec un seul objectif, réussir à son examen. Même objectif pour Étienne et Lydia. Même si on me dit que c'est demain les examens, je serai prête et je réussirai. Les matières que je n'arrive pas tellement à comprendre, j'essaie de demander aux amis qui font mieux ces matières que moi de m'aider à les comprendre. Je pense bien que mon examen, je le passerai bien, que je réussirai à la fin de l'année.
Je me sens prêt, comme c'est encore tout proche. Si ça vient, on va le faire. On va donner le maximum pour nous. Ils sont nombreux les élèves à être stressés et l'inquiétude prend le dessus à quelques semaines des examens. Il m'arrive des fois où j'ai peur, mais je prends le courage et je dis tout va bien se passer parce que j'ai bien appris. Parents, pédagogues, enseignants ne peuvent pas étudier à la place des élèves, mais à travers leurs conseils, ils peuvent les aider à s'organiser pour mieux aborder les examens. On essaie de les encadrer et d'organiser des séances de TD avec eux. Comme par exemple, les matins, on vient un peu plus tôt. Et avant de commencer les cours proprement dit, on a une séance d'une heure pour pouvoir faire des révisions avec eux, soit faire des révisions, soit faire des exercices. Et ça, c'est jusqu'à ce qu'ils n'aillent à l'examen. Il faut leur donner des conseils souvent, pour leur parler, pour les rassurer, quoi. Et également donner des conseils aux parents, parce que souvent, pendant cette période, on les appelle pour leur dire, votre enfant, il faut le déparasiter, il faut leur faire des cures de parure, il faut leur trouver des fortifiants. Du côté de la direction des examens et concours, c'est la course contre la montre. Les conditions sont réunies et des innovations ont été apportées pour le meilleur déroulement des examens. Nous sommes suffisamment avancés dans la préparation de ces examens. Les nouveaux centres d'écrit ont été créés, les nouveaux centres de correction aussi. Nous avons créé cette année pour le bac 1 des nouveaux centres d'oral. On en a créé 12 en plus de 16 anciens centres pour rapprocher les examinés de leur lieu de travail. Les épreuves sont prêtes. Les centres d'écrit, les centres d'examen vont avoir tout le matériel à partir de cette semaine. 73 778 candidats au COPD, 91 423 au BEPC et 46 309 au bac 1 vont passer leur examen au Togo dans les jours à venir. Outre se préparer d'avance, ils doivent aussi créer un espace adéquat de travail, se relaxer, bien manger, bien dormir et surtout rester confiants. Et c'est la fin de cette édition. En rappel, sachez que les députés ont adopté ce mardi la loi sur la répression des infractions en matière de chèques, de cartes bancaires et autres instruments de paiement. C'était en plénière ce mardi. Donc, nos programmes, tout à l'heure, la météo et la prévision de Cléo Sabine Poco, 22h30, nos dernières infos. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Bangui, en Centrafrique sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Excellente fin de soirée chez vous.